déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Here, the old gods aren't dead. And what of the true God? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. That's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's HubSpot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour, bonjour. Ah, c'est très bon. Et c'est voilà très tantôt, hein. Jean-Michel. Bonjour Francis. Jean-Michel. Et bonjour chers auditeurs. Jean-Michel, votre mission, si vous l'acceptez, Jean-Michel, sera de faire une bonne émission, Jean-Michel. Je vais essayer, je vous garantis. Ah, tu fais toujours une excellente émission, Jean-Michel. Je suis content d'être avec toi. Et toi aussi, mon beau monsieur. Je suis content d'être avec tout le monde aujourd'hui. On va avoir besoin de compagnie aujourd'hui d'auditeurs et j'ai besoin de ta compagnie aussi, Jean-Michel, parce qu'on parle du sujet très léger et très agréable du viol au cinéma. Et oui, aujourd'hui, on parle d'un style et d'une thématique d'année. Un sous-genre. Un sous-genre. Un sous-genre cinématographique. Je glisse sur mes bottes. Je vais les enlever, oublie ça. Oui, un sous-genre cinématographique qui a été initié, disons, dans les années 70, mais on peut aller chercher leurs origines plus loin et je suis convaincu que tu vas le faire. Je vais essayer. 1974, on parle de films thriller ou d'air. En fait, le genre dont on va parler, on l'a pas nommé. Excuse-moi. Pas de problème. On appelle ça le rape and revenge. Viol et vengeance. Bon, OK. C'est pas très politically correct, on va s'entendre comme genre cinématographique. La deuxième tranche de l'émission, si tu veux bien, Jean-Michel, nous allons débattre philosophiquement de l'importance de ce type de cinéma-là. Est-ce que c'est un cinéma qui est défendable moralement? Absolument. Nous allons en parler avec le plus d'éloquence possible. En l'occurrence, on traite tout particulièrement de deux films. Donc, Jean-Michel, le film dont toi, tout particulièrement, tu veux traiter? Moi, je vais parler de I Spit on Your Grave ou The Day of the Woman, un film de 1978-1980. Moi, je vais parler de Thriller, un grim film de Bo Arne Vibenius, qui est considéré, à juste titre, à mon avis, et à bien des égards, le plus grand rape and revenge jamais fait. Oui. 74, le premier film banni de l'histoire de la Suède. Oui, tout à fait. Mais c'est nous en reparlerons à profusion, en l'occurrence. Oui. Hey, lançons-nous tout de suite dans le Rape and Revenge, Jean-Michel, pour situer un peu les auditeurs, n'est-ce pas? The Rape and Revenge, qu'est-ce que ça fait, mis à part son titre? N'est-ce pas? Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 syllabes dans Rape and Revenge, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et c'est un cinéma qui est trisyllabique. Il se passe 3 choses dans un Rape and Revenge tout le temps. C'est toujours le même genre de cinéma. Pas compliqué. Alors, on viole une femme. Occasionnellement, un homme. Oui. On viole une femme. Généralement, c'est pas juste un individu qui viole la femme, c'est une bande. Mm-hmm. On viole une charmante dame. Généralement, on va choisir toujours une comédienne aussi qui est d'une beauté époustouflante. C'est le cas des 2 films dont on va parler. Thriller, un grim film. C'est-à-dire Thriller, un film cruel. Un film cruel. De même que I Spit on Your Grave, je dirais cracher sur ta tombe. Car en fait The Day of the Woman de son titre américain. Donc il se passe toujours la même chose. On viole une femme. La femme est brisée au 2e acte psychologiquement, mentalement et physiquement et doit se ressaisir. Et 3e acte, elle se venge. Or, la vengeance est toujours plus graphique et toujours plus violente que le viol lui-même. Tout ça, évidemment, ce débat est argumentable. Mais toujours est-il que la vengeance de la femme est toujours incroyablement créative. Oh oui. Elle doit surpasser souvent les scènes de viol qui sont, dans le Rape and Revenge, exceptionnellement dégoûtantes. Mais c'est très intéressant. De règle générale, on met la vengeance comme étant excessivement graphique et excessivement émotive pour culminer en fait à ce sentiment-là et c'est là où on va y aller avec la deuxième partie, le défendable, mais pour avoir cette catharsis émotive-là, pour avoir ce sentiment d'implication ultime de l'auditeur. Le Rape and Revenge, en quelque part, fait l'apologie du travail bien fait. Non, faut dédramatiser un peu, quand même, le sujet est un peu dense. Mais non, mais effectivement, tout à fait raison, Jean-Michel, plus le viol est dégoûtant, plus
plus l'auditeur a envie de voir le protagoniste, la femme, se venger, et plus sa vengeance va être organisée, va être brillante, plus la satisfaction et la catharsis et le relâchement de l'auditeur est grand. Le film dont moi je vais parler a non seulement un viol, mais un viol en 3 actes. Oui, donc oui, tout à fait. On a une surenchère du viol qui fait en sorte que l'auditeur ne peut pas s'éloigner du sentiment. Là. Il est partout, il est perméable. Oui, on est pris dans un coin, le sentiment d'être violé est ultime, disons. Ma foi, nous voilà, ça ne demande pas plus que ça comme introduction, le Rape and Revenge. Non. C'est pas nécessairement un genre cinématographique. C'est un genre cinématographique qui a beaucoup de films qui sont considérés comme importants, mais il y en a pas beaucoup. Il y a pas une production qui est extrêmement prolifique. C'est un cinéma qui a existé surtout dans les années 70, durant la période du cinéma d'exploitation. Il y a des variantes aussi, comme on dit. C'est aussi un cinéma qui a été très attaqué par rapport à ses points de vue. Donc, on l'a pas fait. Étrangement, Jean-Michel, excuse-moi de t'interrompre, mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a plus d'une féministe qui défend ce type de cinéma-là, ou du moins qui le commente avec beaucoup d'intelligence et de clarté, en ce sens que les femmes sont définitivement, c'est très graphique, sont très maltraitées à l'écran, on exploite la nudité des femmes et il y a des scènes qui sont souvent quasi pornographiques dans les films de Rape and Revenge. Si ce n'est pas carrément pornographique. Mais bon, ça, on en reviendra dans le deuxième volet de l'émission qui traite justement de la part philosophiquement défendable ou non de ce genre cinématographique-là. Absolument. Alors, si tu me permets de commencer, Jean-Michel, parce que mon Rape and Revenge commence avant le tien. Oui, 1974. 1974, un film de Board Vibenius. Un très beau nom. Oui. S'il en est un. Oui, s'il en est. Monsieur Vibenius avait l'intention de faire un film absolument commercial et merdique quand il a fait son thriller Ungrim Film. Fort heureusement, c'est pas ce qu'il ne fait, et c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait un film avant-gardiste à bien des égards. C'est un film maudit. Et je vais vous expliquer pourquoi. First of all, c'est avec une comédienne qui s'appelle Christina Lindberg, une femme qui vient de la pornographie douce, du softcore porn, et qui a accepté donc d'être dans des positions de nudité et de totale vulnérabilité dans le film, comme vous pouvez l'imaginer, et avec un homme qui s'appelle Heinz Hopf, dans le rôle de Tony, son pimp. Alors, Monsieur Board Vibenius avait travaillé avec Ingmar Bergman, il était son réalisateur de plateau. Sur le film, probablement ce qui est le film le plus sombre de Ingmar Bergman et qui est son seul film d'horreur, Vargtimen, l'heure du loup, The Hour of the Wolf. Voilà qui explique beaucoup. N'est-ce pas? Donc, si vous me permettez de vous résumer le sujet du film, Jean-Michel, joins-toi à moi. Allons-y, c'est très simple. Alors, Frigga, une charmante jeune femme, d'ailleurs la scène qui ouvre le film est dégoûtante parce qu'elle est très idyllique. On voit un vieil homme approcher une jeune fille innocente et la prendre dans ses bras et la faire tourner comme ça dans une belle scène automnale chargée de musique douce. Et ensuite, il la viole. Il viole la jeune fille, n'est-ce pas? Le vieil homme est dégoûtant et il a la bouche pleine de jus noir qui coule. Oui, c'est particulier, ça. Bon, moi, j'ai essayé de faire une analyse de ça du mieux que je pouvais. Je pense que c'est du tabac à chiquer, mais je pense que symboliquement, ce que le réalisateur a réussi à convier, c'est que l'individu est plein à la moelle de pourriture et ça coule littéralement de ses pores. C'est quand même bien fait, c'est bien dit, c'est bien... Moi, c'est l'impression que ça me donne. Alors, il vient la petite fille. La petite fille est traumatisée. Elle vit sur une ferme. Elle perd la faculté de la parole. Mm-hmm. Les parents sont traumatisés, sont dévastés. Ils essayent de réhabiliter leur jeune fille et de lui apprendre à reparler en lui payant des thérapies avec un speech therapist. Ah oui. N'est-ce pas? Donc, à chaque semaine, à chaque lundi, elle va prendre des cours. Une journée, elle manque le bus. Mais oui. C'est intéressant que tu dises ça parce que elle a des rendez-vous avec un speech the rapist. Speech the rapist. Allons. She's an anal rapist. Donc, toujours est-il que Frigga en question, la jeune fille, doit réapprendre à parler. Elle a maintenant 16 ans. Elle manque son autobus pour aller à la ville pour aller prendre des cours de diction. Rencontre un homme du nom de Tony. Cet homme lui offre un lift. Elle le prend. Il faut comprendre que Frigga est pratiquement simplette après le viol qu'elle a eu. Elle prend le lift. Elle va au restaurant. Le monsieur se fait charmant. Il lui offre du champagne. Elle n'a jamais été aussi bien traitée de toute sa vie. Elle est une véritable petite princesse. Il la ramène à son appartement après un copieux repas arrosé de champagne et lui offre un verre de vin rouge qui est spiké à une drogue quelconque. Et quand elle se réveille, ça fait 8 jours qu'elle se fait injecter de force de l'héroïne dans les veines. Mm-hmm. Donc, malheureusement, elle est junkie à son insu. Elle essaie de se sauver, on la tapoche un peu, on la repique et madame, à ce moment-là, est totalement accro. Mm-hmm. Que va-t-il passer avec Frigga, qui est maintenant rappelée de son nom de future prostituée, Madeleine? Eh bien,
bien, le personnage de Tony, son intérêt, c'est d'en faire sa putain numéro 1. Celle qui va lui faire le plus de profit. Parce qu'elle est pas vieille, on comprend, elle a 16 ans. Alors, on la garde gelée et 4-5 clients passent sur son corps à tous les jours. En fait, 3 par jour. N'est-ce pas? Elle est spécialisée. Mm-hmm. La jeune fille, donc, tu devines, elle est complètement détruite. Il n'y a plus d'humanité en elle. Ça fait 2 fois qu'elle s'est fait violer. Et à son premier client. Oui, c'est ça. Son premier client. Elle ne veut pas, tu devines. Non, et elle lui graffigne copieusement le visage. Évidemment, comme l'homme est un banquier, il ne cicatrisera pas. Tout le monde va savoir qu'il s'est passé quelque chose. Tout le monde va... Cet homme-là, ça va pas bien. Et vous comprenez à ce moment-là. Usant d'un style du tigre exemplaire. Oui, un tiger style. Ah oui, vraiment. Exactement. Visage. Ah, c'est très beau. Mm-hmm. Pour que vous ayez un visuel, là. C'est une chatte au moment où elle attaque. Alors, Tony veut faire comprendre à madame qu'elle ne peut pas faire ça. Alors, il prend un scalpel et il pop un de ses yeux. Moi, c'est comme ça que je le comprendrais, oui. Oui, il pop un de ses yeux, il lui fait comprendre si tu fais quoi que ce soit de ce genre-là, ma foi, il y a quelque chose d'autre qui va partir. Mm-hmm. On comprend qu'à ce moment-là, Frigga a de son nouveau nom de putain, elle s'appelle Madeleine. On comprend que Frigga a perdu toute forme d'identité. Alors commence une longue suite... de vision perspective aussi. Oui, exactement, oui. D'ailleurs, elle a tout le temps un œil de pirate, un eye patch personnalisé pour faire coquet, kinky et fétichiste. Un clin d'œil. Oui, tout à fait. Kill Bill, on va en parler plus tard. On en parlera plus tard. Alors, toujours est-il que, pour finir cette histoire-là, que à partir de ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est une suite de viols, de piqûres d'héroïne et d'abus. Et malheureusement, la jeune Frigga apprend qu'une lettre a été envoyée par son pimp Tony à ses parents, prenant sa voix, disant aux parents de Frigga qu'elle ne les aimait plus et qu'elle ne voulait plus les voir. Donc, les parents de Frigga, dévastés, se suicident. Mm-hmm. Alors, on imagine, ça s'appelle pas un cruel picture, un film cruel pour rien. Donc, elle a perdu ses parents. Peu de temps après, dans le film, la seule et unique amie qu'elle a, une putain qui s'appelle Sarah, se fait tuer aussi, probablement par un client. Donc, elle craque à partir de ce moment-là et prend ses journées de congé avec un peu d'argent qu'elle économise dans une caisse. À chaque lundi, elle va suivre 3 cours. Mm-hmm. Elle suit un cours pour apprendre à tirer à l'arme à feu avec un soldat. Elle suit des cours de karaté avec un excellent sensei. Et elle suit des cours pour apprendre à conduire rapidement. N'est-ce pas? Et elle planifie une vengeance. Sa vengeance sera la plus exceptionnelle de l'histoire du cinéma en ce qui concerne le rape and revenge. Autant cette femme-là a été abusée, autant sa vengeance est calculée et organisée. Bon, ça résume le film. Oui, en quelque sorte. On couvre, on va faire des spoilers, on va faire des gâchures. C'est clair qu'il y a des choses qu'on va être obligé de vous dire par rapport au film. Mais en l'occurrence, on va essayer de pas en faire trop. Donc, Jean-Michel, comme tu l'as probablement lu, comme tu l'as probablement vu, c'est un film maudit, c'est un film qui a été interdit dans presque tous les pays. Il est encore interdit au Canada, soit dit en passant. Oui. C'est encore un film qui est interdit. Il n'est pas censé passer aux douanes. Ah, mais non! N'est-ce pas? La version... une copie. Oui, mais je l'ai acheté aux États-Unis. Et d'ailleurs, je recommande quelque chose elle est distribuée par la compagnie DVD Synapse, ce film-là. Et il y a 2 versions qui sont sur le marché. Une Limited Edition avec une couverture jaune où il y a le titre américain They Call Her One Eye. Évitez ce film comme la peste parce qu'il est censuré de 20 minutes. Ouf. Vous prenez le même film avec une pochette jaune où c'est pas écrit They Call Her One Eye, où c'est écrit Thriller Ungrim Film. Cette version-là a les scènes à caractère pornographique qui ont été censurées presque partout à travers le monde. Ouh. Les scènes pornographiques en question, c'est des scènes de pénétration en gros plan, et y compris une scène de sodomie. Mm-hmm. C'était du jamais vu au cinéma à l'époque, surtout dans un film qui est non pornographique. Ce n'est pas la comédienne qui subit les pénétrations. Or, le comédien qui la viole, c'est bel et bien lui qui fait les pénétrations. And he's got low balls. Oui, tout à fait. Il y a une bourse molle. Définitivement, oui. Donc, allez pour la pochette rouge. C'est aussi la seule qui est la version suédoise. Oui, absolument. N'allez pas pour la pochette jaune, évitez-la comme la peste. Vous voulez voir la version avec le montage intégral où il y a des scènes pornographiques. Si vous désirez un référent sur Internet Movie Database, l'affiche officielle sur le coin est votre version jaune avec They Call Her One Eye. Et la deuxième photographie, vous avez la version suédoise en rouge, la plus petite des 2. Exactement. Un référent visuel pour tout le monde. Donc, quelques petites informations par rapport à ce film sulfureux, s'il en est. J'aime beaucoup, moi, ce film-là. Par ailleurs, Jean-Michel, je trouve surprenamment poétique et je trouve que la vengeance de Frigga prend des proportions mythologiques.
Avec un nom de même, hein? Oui, ben c'est intéressant que tu dis ça, Jean-Michel, parce que son nom, c'est Frigga, et elle se fait rappeler Madeleine. Je trouve que elle se fait violer 3 fois dans le film, finalement, en ce sens que c'est sa nature de suédoise. Elle a le nom d'une divinité qui est très, très forte dans la mythologie nordique. C'est la femme d'Odin, Frigga, ou Freya, ou Freda, choisie. C'est une déesse de la fertilité. C'est aussi une déesse du pouvoir féminin, et c'est une chasseresse. Mm-hmm. C'est très important, ça, pour comprendre ce que le personnage va faire plus tard dans le film, parce qu'elle va littéralement chasser les gens qui lui ont fait du mal. Mais le fait que le pimp de cette femme-là lui donne le nom de Madeleine, c'est un viol culturel, en quelque part, de lui donner le nom qu'on associe souvent aux prostituées, à la prostituée. On dit une Madeleine quand on parle de prostituée dans la religion judéo-chrétienne. Alors, Frigga est dépossédée d'elle-même, elle est faite Madeleine, et va reprendre possession de ses capacités et va redevenir la déesse vengeresse de la mythologie scandinave, c'est-à-dire Frigga. C'est très beau, ça. C'est absolument poétique, j'adore. Tout à fait. Wow. D'ailleurs, Frigga fait partie d'un triumvirat, d'une trinité de déesses féminines nordiques. Frigg, Freya et Frigga. C'est la même déesse en quelque part, mais avec des fonctions différentes. Alors pourquoi je dis ça? Alors, parce que le film, et c'est souvent le cas fort étrangement dans les Rape and Revenge, le film est en 3 volets. C'est un Rape and Revenge. Il y a 3 actes. Le viol, la préparation de la vengeance proprement dite. Mais j'ai remarqué qu'il y a une récurrence incroyable du chiffre 3 dans le film, par exemple, si tu me permets, Jean-Michel. Il y a 3 professeurs. Il y a 3 professeurs. Il y a 3 professeurs qui apprennent les 3 disciplines différentes. Ouais. Elle a 3 clients réguliers, si vous me permettez de vous les énumérer. Un espèce de gros gars de 6 pieds 2 qui la défonce par tous les trous. Un photographe qui ne la touche jamais. Il ne fait que la photographier le plus lubriquement possible dans toutes les positions. Et une femme qui aime alterner de façon très malsaine la tendresse et les abus physiques avec elle. C'est comme si le corps, dans le cas du gros, l'esprit, dans le cas du photographe, et le cœur, dans le cas de la femme, sont violés. Il n'y a rien chez cette jeune fille-là qui survit à ce moment-là. Elle est violée conceptuellement, véritablement, et dans ses yeux, et dans son cœur, et dans son âme, littéralement. Il y a 3 clients réguliers. Elle a 3 fixes d'héroïne par jour, comme 3 repas. Elle va tuer les 3 clients à coups de feu. Elle va tirer 3 balles dans le genou de son pimp. Effectivement, oui. Elle va aussi perdre les 3 personnes qu'elle aime le plus, ses parents et son amie prostituée. Et pour finir avec ces étranges récurrences du chiffre 3, je pense que c'est la plus importante. Quand elle va réussir à capturer son pimp, elle va brûler ses testicules, tirer 3 balles dans son genou, et ensuite elle va l'enterrer dans la terre et faire une espèce de petit cairn, une espèce de petit menhir, un ensemble de petits menhirs sacrificiels autour de son cou. La tête de son pimp sort du sol. Elle va l'attacher à une corde qui est attachée à un cheval qui est peut-être à 1 mètre d'un plat d'avoine. Le cheval va tirer 3 fois avant d'arracher la tête de Tony, son pimp. Donc, le 3 est très important dans ce film-là et dans le Rape and Revenge en général. Oui. Allez savoir, peut-être que c'est le fait de le fait qu'il y a 3 actes bien définis tout le temps. C'est une observation que je me faisais. On parle même jusqu'à modernement, un film comme Descent avec Rosario Dawson se passe en 3 saisons. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement, en 3 périodes. Donc, ce chiffre-là, 3, qui est aussi, en plus, les 3 étapes de la vie de l'individu, la jeunesse, l'âge adulte et la mort. C'est comme si on suit la jeunesse, l'âge adulte et la mort de cette petite vie dégoûtante qu'est le monstre du viol, qui est déposé dans le corps d'une femme laissée là et qui vit jusqu'au bout et qui ne peut qu'être combattu et détruit par la vengeance. Oui, mais en même temps aussi, ces 3 étapes-là reflètent 3 stades, soit le stade de victimisation, le stade de dépression et le stade de reprise en main de soi-même, le contrôle, reprendre le contrôle sur sa propre personne. Ça aussi, ça se reflète très, très bien dans les films. Oui, tout à fait, t'as raison. Donc, dans ce film-là, Thriller, c'est ce qu'on a essentiellement. Vous allez voir quand le personnage est putifié, quand elle est obligée de se prostituer, les scènes sont pas piquées des verres. Vous allez voir des véritables pénétrations, des véritables sodomies. Vous allez la voir un nombre de fois incroyable se piquer à l'héroïne. D'ailleurs, l'aiguille de l'héroïne est souvent présentée à l'écran comme un sexe en éjaculation prêt à constamment pénétrer. Moi, je l'ai vu comme un œil avec une larme qu'elle ne pouvait pas couler parce qu'il manque un œil. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, Jean-Michel,
je dois dire, il y a un mythe urbain. La scène où elle se fait arracher l'œil au scalpel, il a été maintes et maintes fois dit que c'est un véritable cadavre et les gens ont voulu désavouer. Et la comédienne a avoué en 2006 que c'était un vrai cadavre. Parce qu'elle est très belle, la scène, là. Oui, il crève l'œil. Moi, je trouve ça un hommage à Buñuel. Absolument. Définitivement, vous avez un scalpel qui coupe l'œil. Ça peut pas être autre chose que Buñuel. Mais en l'occurrence, ce que de particulièrement intéressant, c'est un vrai cadavre d'une jeune prostituée qui s'était suicidée. Ah ouais. Donc ça, c'est du bad juju, là. Ça, ça va pas bien, là. C'est le même cas avec I Spit on Your Grave. En fait, si tu me permets, je vais c'est à ton tour. Tout de suite rentrer dans mon film, réalisation et scénarisation de Mère Zarchi. C'est le même, pas le même, mais le cas échéant que tu parlais avec Thriller, c'est aussi une réalisation et une scénarisation par la même personne, un film d'auteur. Et donc, dans les deux cas, leur seul vrai film. Oui, absolument. En fait, Mère Zarchi a continué à travailler, mais en fait, c'est un réalisateur qui s'est fait damner à cause de son œuvre. Spit on Your Grave a une tournure un peu plus délivrance par rapport au Rape and Revenge. Donc on se rapproche de ce qu'on appelle le genre cinématographique du survival. On dit ça généralement avec plein de masculinité pour le genre du film masculin. C'est drôle que quand un gars se fait violer dans un film comme dans Deliverance, c'est plus un Rape and Revenge, c'est un survival. C'est de la survie, ouais, exactement. Calice du Irish Spring là-dedans, c'est clair qu'il n'y a pas de viol. On parle, non, il m'a pas mis dans le pâteux. Oui. On met en scène une jeune écrivaine qui va accomplir son premier roman, Jennifer Hills, jouée par Camille Keaton. Et si tu me permets, Jean-Michel, avant de dire ce que tu voulais dire, dans le cas de Camille Keaton et dans le cas de Christina Lindbergh, ce sont deux femmes exceptionnellement jolies. Oui. C'est ce qui rend la chose TM. Ce sont de splendides et de très belles femmes. Donc, Jean-Michel, qu'est-ce que tu allais dire à propos de Camille Keaton? Ben, en fait, Camille Keaton est la seule femme à avoir joué, et ça, je suis un peu incertain par rapport à la source, mais c'est la seule femme à avoir joué dans un Rape and Revenge, à avoir reçu un prix pour sa performance. Wow! Shit! Ouais. OK. Et Camille Keaton vient d'une longue lignée. C'est la petite fille de Buster Keaton, grande vedette du cinéma silencieux. Oui. Oui, non, mais... Elle sourit pas plus que son père. Absolument que son pas. grand-oncle, pardon. Oui, elle a le même regard stoïque. Camille Keaton va jouer dans ce rôle après certains rôles théâtraux, certains petits rôles au cinéma. Quelques softcore italiens dans lesquels il y a souvent le nom Christina et Emmanuel. Ben ouais, juste des noms comme ça, qui réfèrent à rien d'autre. Quelques nonnes violées. Camille Keaton se mariera avec Mère Zarchi 2 ans après la finition du projet. Elle est accompagnée par 4 jeunes hommes campagnards, disons, du Cincinnati. Quand même, de Johnny, foutu redneck, des hicks, là, des vrais, là. C'est vraiment du country folk. Johnny, Matthew, Stanley et Andy. Et oui, le banjo est omniprésent. En fait, non, il n'est pas présent. Ça, c'est un beau détail. Mais il est dans notre cœur. Oui. Joué respectivement par Aaron Tabar, Richard Pace, Anthony Nichols et Gunther Kliman. Seul Gunther Kliman Gunther Kliman joue le simplet. Et c'est aussi le seul violeur dans le film qui ne possède pas un baccalauréat en psychologie. Bon. Donc, vous voyez, il n'y a pas des deux de pique dans ce film-là. Là. Absolument pas. C'est un détail. Même si Roger Ebert considère que c'est le pire film jamais fait. Et ça aussi, ça sera sur sa discussion parce que je m'y oppose véhément à cette caractérisation si simple d'un homme qui avait élogé Wild Bunch. Ouais, mais je pense que, somme toute, Roger Ebert avait probablement envie de pisser, puis il pouvait pas quitter son siège parce qu'il devait absolument regarder le film jusqu'au bout, puis ça l'a dérangé, puis ça l'a fait une mauvaise critique, c'est tout. Moi, ça me fait pas haïr un film quand j'ai envie de faire pipi. Non, moi non plus. Pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une femme qui va en campagne pour enfin écrire son premier roman, tel que dit. Elle s'installe dans une petite maison, un petit cottage. On n'est pas très loin de Straw Dogs, le film de Peckinpah. Absolument sans le Dustin Hoffman. Oui, mais pas mal tout le reste. En fait, on a une intégration parfaite de Dustin Hoffman dans le personnage de Jennifer. Jennifer se promène soit un après-midi, elle est dans sa petite barque, dans son petit canot. Elle se fait dorer au soleil. Petit canot. Elle se fait dorer au soleil. Les 4 hommes l'attaquent, en fait, sur le lac avec leur bateau à moteur. Très intéressant comme travail. Elle, dans le petit canot, tranquille, relax. Eux, dans le bateau à moteur qui dérange, qui pollue, qui fait du bruit et on a vraiment une dichotomie qui disrupte littéralement le naturel de l'environnement. Exactement. Ils sont comme des déchets
des plaies sur la pureté du paysage. C'est encore, il y a une analyse qui a été faite par Joe Blow, qui est un critique de cinéma sur l'Internet, un homme qui a, personnellement, je trouve qu'il a une très belle perspective sur les films. Oui. Lui voit une corrélation entre le personnage de Jennifer et les hommes comme étant un peu le retour à l'archétype du Cowboys and Indians. On a la présence civilisatoire qui rentre. J'aime bien gros ça parce que je pense à la scène avec la hache de la fin. La scène où le personnage féminin tient dans sa main la hache de la vengeance. Oui. On parle vraiment par contre d'une vraie hache. Là. Oui, ça a vraiment l'air d'un tomahawk, ça a l'air d'un mouvement guerrier. Et on se retrouve quand même assez souvent à entendre des cris d'Indiens de la part des 4 monsieur. Ça aussi, c'est très intéressant. En particulier, le premier cri d'Indien vient à ce moment où ils viennent l'attaquer, lui faire peur dans l'eau. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est on prend la corde du canot, on part avec le bateau amateur, on amérit le bateau de jeune demoiselle, on la sort, commence à courir après, très carnavalesque, un sentiment de chasse. Cette femme-là doit courir pour sa survie, finit par rentrer tête première dans un des hommes et le viol s'élance. En fait, cette longue poésie de la souffrance commence. Mon Dieu, et c'est staged, là. La scène, elle est exhaustive. Oui. En fait, on réfère plus tôt pendant le film, au moment où est-ce que Jennifer fait le plein de son automobile, que les 3 hommes ne veulent que trouver une femme pour dépuceler leur jeune collègue qui est simplet d'esprit. Ils ne veulent pas qu'il meure vierge, donc ils essaient de trouver une femme. Avec le départ de Jennifer, ils décident de la knocker, la knock-out, en fait. Si tu me permets, Jean-Michel, ce qui est particulièrement triste aussi, c'est que Jennifer était particulièrement sympathique avec le simplet préalablement et qu'elle avait formé une espèce d'amitié innocente. Oui, le jeune homme c'est d'autant plus souffrant. C'est d'autant plus souffrant quand le simplet la viole. Ben, c'est ce qui explique le fait que le simplet ne peut pas la violer au début. Oui, donc, tout à fait, les hommes retiennent Jennifer à terre, font « OK, c'est à ton tour, Andy, t'es capable. » Et Andy refuse de violer la femme. Donc, Johnny fait, Mais la camaraderie footballesque de ces hommes qui fait... Ben, voyons donc, toi, fallait donc. Ben, disons, oui, c'est ça. Ce genre de camaraderie masculine amicale imbécile qui fait que des hommes violent, ce genre de viol-là, finalement. Cette espèce de pression sociale qui se fait où est-ce que, là, tu veux pas mourir vierge. C'est poussé à un niveau vulgaire, cette camaraderie masculine-là. Ça en est très dégueulasse. Ce sont des singes. Exactement. En tenant la femme au sol, Johnny fait, Andy ne la violera pas, on va pas... Psychologiquement, je trouve que c'est absolument insensé, mais on le voit très très bien dans la performance. On va pas gaspiller de cette chair féminine-là. Johnny la viole pendant que les 3 autres hommes la tiennent à terre. C'est un viol excessivement long. Elle mange beaucoup de mornifles aussi durant ce viol-là, donc ce qui fait qu'elle est faible. Aucune sexualité, aucun érotisme graphique. Non. Il faut que ça soit dit. Il y a une technique. En fait, chaque scène du film a été tournée 8 fois. Pour que Marzarki ait la possibilité d'aller regarder tous les plans de vue, regarder qu'est-ce qu'il y avait le plus important impact visuel. 8 fois pour filmer une scène dans un film d'exploitation, c'est très rare, mesdames et messieurs. Très, très, très rare. Donc, on a ce viol qui s'étend et qui est purifié de sentiments. C'est sec, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, ça ne se vit pas. Là où le viol de Christina, dans le viol de Frega dans le film dont je parlais, est lent et s'incruste dans l'esprit tranquillement, pas vite, et détruit l'identité de la personne jusqu'à temps que Frega devienne une force de vengeance qui n'a plus aucune raison d'exister. Dans Spit on Your Grave, le viol, c'est une meurtrissure d'une violence inouïe. Ah oui, absolument. Là, on parle de quelque chose de la trame d'irréversible. Oui. Ouais. Mais en fait, et qui s'étire. Ah oui, tout à fait. C'est avec le travail qui est fait de mettre un niveau de torture égal, pas égal, je dirais jamais égal, c'est impossible, mais d'imposer au spectateur un niveau de torture monstrueux, car Jennifer, j'allais dire Christina, Jennifer réussit à s'échapper. En fait, il la laisse partir et la retrouve plus loin sur un rocher où il la viole en position de pencher par-dessus la roche, pardonnez-moi. La comédienne est exceptionnelle à ce moment-là, ça prenait bien la petite nièce de
de Buster Keaton parce que son visage est vide. Oh, et à ce moment-là, elle ressemble plus rien à ce moment-là. Elle ne voulait plus tourner. Ouais, il y avait un moment, c'est très intéressant. Plus tard, on parlera un peu de ce qui s'est passé avec le film. Elle se fait violer sur cette roche-là, réussit de peine et de misère. Après, là, on pense que ça fait 16 fois qu'elle joue ce viol. Ouais, donc ça fait 2 fois 8 scènes. Ça ne peut qu'avoir un effet psychologique sur l'acteur, n'est-ce pas? Elle est épuisée. Elle est au bout de ses forces. En termes d'actrice et en termes de personnage, il ne reste plus rien à cette femme. Elle se traîne au bout de ses doigts dans le sol de la forêt pour se rendre à la cabine, pour pouvoir souffrir en paix. Mais non, les hommes l'attendent à la cabine et la reviolent. Et cette fois-ci, Andy s'écroule sous la pression et viole à moitié. Il l'a fait. Ouais. S'en vient le end. S'en vient le end, la chute psychologique du personnage qui doit se rebâtir. Moi, je trouve qu'une des choses aussi terribles qu'ils ont fait, par-dessus tout ce qu'ils lui ont fait, ils ont brûlé son roman. Oui, absolument. Écoute, c'est terrible. Là. Elle s'en allait là pour écrire un roman. C'est vrai. Fait que toute la créativité de cette femme-là, après, se retourne vers l'invention de sa vengeance. Ben, c'est tout ce qui reste. Qui est d'ailleurs vraiment beaucoup plus phénoménal que celle de Thriller. Dans Thriller, la femme va simplement utiliser une 12 coupée avec laquelle elle tire à merveille. Il faut dire qu'elle en a eu des leçons de tir, de conduite et de karaté. Elle bat 3 policiers avec des coups de karaté qui veulent l'arrêter, puis ensuite elle tire à bout portant dans la tête et dans le ventre. C'est beau comment elle tire. Oui, c'est toujours au ralenti dans Thriller. Quelque chose de montrer la violence et de nous faire, si vous me permettez l'expression, savourer la vengeance du personnage. Oh oui, avec raison. Or, la vengeance de Madame, la vengeance de Madame dans I Spit on Your Grave est beaucoup plus graphique. En fait, c'est une vengeance qui se rapproche beaucoup plus au cinéma d'horreur italien. Oui, mais c'est une vengeance de chasseresse aussi. Oui. Hein? Moi, je vais tout de suite parler, avant qu'on ait en musique, de ma scène préférée dans le film. Okay? Il y a une castration dans Thriller ou une Grimm film quand son pimp se fait arracher la tête par un cheval qui est attaché à une corde. Oui. Et le gland de l'identité de cet homme-là, sa tête est littéralement coupée. Mais il y a une vraie castration exceptionnelle dans I Spit on Your Grave. I Spit on Your Grave. Elle séduit le chef de la bande en lui faisant comprendre que le viol qu'elle a eu, c'est le meilleur trip de cul qu'elle a fait de sa vie. Évidemment, ce gars-là, c'est un imbécile. Il croit la chose. Elle le touche, elle le caresse, elle lui fait couler un bain chaud. Elle entre dans le bain chaud avec lui et l'homme dit « Ouais, mais dans le fond, tu sais, on n'est pas des mauvais gars. C'est juste que toi, t'arrives ici, tu nous provoques avec tes petits seins pointus, tu nous fais chier avec ton beau petit corps, là. Fait que, tu sais, il faut que tu nous comprennes, tu sais. » Évidemment, oui, je comprends ça. Même que je comprends tellement ça que je vais te faire un handjob, je vais te masturber sous l'eau, n'est-ce pas? Sous l'eau, dans le bain où est-ce qu'il y a des bulles et tout. Et c'est là que j'adore la scène. Ouais. Elle le masturbe, l'homme ferme les yeux, savoure cette masturbation-là. Et juste au moment d'avoir son orgasme, chope la didine. Chope la doudoune directement en dessous de l'eau, n'est-ce pas? Et l'homme s'en rend pas trop compte à cause du choc nerveux de son éjaculation. Et là, il est comme, oh mon Dieu, c'est le meilleur orgasme que j'ai jamais eu. Et là, le sang commence à se répandre. Ça, c'est une castration de toute beauté parce que c'est avec le charme et le charisme que cette femme-là a, qu'elle a arrivé à faire cette castration-là de façon presque consentante. C'est ça qui est intéressant et c'est une des différences très flagrantes qu'il y a entre Thriller et I Spit on Your Grave, c'est que il y a un calcul qui est fait de la part de Freya. C'est un calcul rationnel, c'est un apprentissage, c'est très... de longue haleine. Exactement. Elle doit reprendre le contrôle aussi de sa vie parce qu'elle est junkie, faut pas oublier ça. Elle prend 3 fixes d'héroïne à chaque jour. Donc elle, c'est un travail. Elle doit revenir d'enfer. Exactement. De la part de Camille, c'est pas la même chose. Camille utilise qu'est-ce qu'il y a d'éminemment féminin chez elle pour utiliser sa vengeance, soit sa beauté, son charisme, sa sensualité. C'est ce qu'elle utilise, c'est son outil primaire qu'elle prend pour exercer sa vengeance. Et la perversion du film que tu as choisi, ce sont les 2 meilleurs Rape and Revenge, soit dit en passant. Absolument. La perversion de cette orchestration-là est encore meilleure.
Dans le cas de Thriller, il n'y a plus rien de féminin, il n'y a presque plus rien d'humain. Chez Frigga, elle devient une force pure de vengeance, comme on le disait tout à l'heure. Effectivement, c'est le personnage. C'est ce qui a inspiré à Quentin Tarantino dans Kill Bill volume 1 et 2, le personnage de Elle Driver, interprété par Daryl Hannah. Ah oui, absolument. Vous vous souvenez que si vous avez vu le film, que ses petits ses yeux de pirate, son eye patch est constamment en train de changer de couleur selon le petit kit qu'il est en train de porter. Donc, vous pouvez vous faire l'histoire, le backstory de ce personnage-là dans Kill Bill vraiment bien. C'est une référence, mais en quelque part, j'aime à penser que c'est le même personnage. Absolument, parce qu'on a aussi le retour de l'aiguille. Oui. Elle connaît les poisons, elle connaît les injections. Exactement, tout à fait raison. Non, moi, je suis amplement d'accord avec toi sur ce point de vue-là. C'est elle. Oui, c'est exactement. Quand elle est plus vieille. Donc, on a couvert les 2 films qui vont nous permettre après le retour en musique, de plonger dans le vif du sujet. L'importance philosophique, est-ce que c'est défendable sociologiquement que le film du Rape and Revenge? Maintenant, on va un peu servir comme avocat du diable. On va commencer à... Débattons sur le genre du Rape and Revenge. Un genre extrêmement controversé, extrêmement haï, banni, interdit. Je peux vous envoyer tous les mots. C'est même qu'on parlait de Straw Dogs tantôt. Straw Dogs est encore illégal dans le Royaume-Uni. On expliquait que Thriller est encore banni en Suède. Et I Spit on Your Grave est encore considéré dans le Royaume-Uni comme étant dans la catégorie des video nasties. Oui, tout à fait. En 1984, ils ont passé une loi. En 1984. En 84. Non, mais est-ce que vous avez lu Orwell, tu sais? Vous passez une loi sur la censure en 1984. Faut vraiment être imbécile, hein? Ben, c'est le temps de le faire. Non, mais... Bon, en tout cas, ils ont de la suite dans les idées, eux autres, là. On s'est rendu dans le cas d'I Spit on Your Grave, la loi de video nasties c'est tellement propagé loin, même dans les colonies, qu'il y a un professeur en Nouvelle-Zélande, un professeur de cinéma, qui s'est fait renvoyer de son emploi pour avoir parlé du film. Ah non, c'est complètement incroyable. Pourtant, selon moi, Jean-Michel, le Rape and Revenge a une utilité vraiment très grande dans le panorama de la culture. C'est un genre cinématographique pour toutes ses horreurs, pour tout son côté gratuit, qui est nécessaire, qui est un mal nécessaire. Et c'est là-dessus qu'on va débattre. D'ailleurs, soit dit en passant, Mers Archi, le réalisateur de I Spit on Your Grave, a quand même réalisé le film après avoir assisté à un viol. Hein? Oui, c'est ça. Oui, merci beaucoup d'avoir ramené ça. Il n'y a aucun problème. On entend sur le commentaire audio, Mers Archi, en fait, il y a pas eu de commentaires depuis 1984. Mers Archi a fait une entrevue seulement dans un magazine de cinéma de genre en 1984 par rapport au film. Encore? La loi est passé et il n'a plus jamais référé au film après. Donc, on a eu à attendre jusqu'en 2003 où il y a eu l'impression du DVD où Mers Archi s'est remis à l'œuvre et a commencé à commenter sur son propre film, soit 20 ans plus tard. Exact. Il n'a pas parlé du film pendant 20 ans. Conseil pour les jeunes réalisateurs, ne commencez pas votre carrière avec un Rape and Revenge. À moins de vous appeler Gaspard Noé et de faire un irréversible qui est dans le fond le pire des Rape and Revenge du monde parce qu'il y a juste un rape and rape and rape. Ouais, il n'y a pas de revenge du tout, quoi qu'il en soit. Bon. Ouais. Donc, le Rape and Revenge, l'utilité morale de ce cinéma-là. Et surtout les deux grands films dont on est en train de parler. Oui, c'est vrai, excuse-moi, je partais sur Mers Archi avait un rendez-vous, pour l'anecdote en fait. Mers Archi avait un rendez-vous avec un ami, il était supposé jouer au soccer dans un parc. Il a opté pour la course parce qu'il pleuvait et je vais faire ça très rapidement, en fait, il est allé avec son ami et sa fille à ce parc, un parc à côté d'une école secondaire. Ils ont croisé une jeune femme qui était battue, violée et nue. Immédiatement, ont eu le réflexe de l'amener à la police. On dit, on va l'amener à la police. La police, ils vont remplir le constat, ils vont l'amener à l'ambulance. Et elle devrait être correcte. En fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Il est arrivé à la police. La police ont refusé de l'aider. Ah, voilà. C'est ça. En racontant cette histoire-là, on va dans le vif du sujet. C'est ça, Jean-Michel. Et Mers Archi a été dégoûté absolument du sentiment social qu'il y a par rapport au viol. Exactement. Oui. Allons-y, Jean-Michel. Je trouve que ces films-là sont brillants parce qu'ils font quelque chose qui est rarement fait dans notre société. C'est qu'on se nie unilatéralement l'existence du viol. Oui. On aime se dire que c'est un fait de cas isolé et on essaye de s'imaginer que le viol n'existe pas. C'est un problème que de traiter ce problème-là comme en soi, je trouve. Ah oui. Il faut considérer ouvertement, et c'est ce que ce cinéma-là fait, que le viol est omniprésent
et qu'il est un mal qui ne se guérit pas. Et il l'a été depuis le début des temps. Exactement, et il le sera encore, pour la simple et unique raison que sous le vernis de la civilisation qui est la nôtre, on a l'impression qu'on est beaucoup plus avancé que nous l'étions, et vous le savez tous autant que moi quelque part, nous ne le sommes moralement pas du tout. Exactement. Et ce n'est pas un système de législation à la noix, où les policiers, d'ailleurs, le 3/4 du temps, vont se demander si la femme s'est vraiment fait violer, qui va le permettre. Ou si elle cherchait, ou ainsi de suite. On va essayer aussi de réprimer les œuvres artistiques qui vont essayer de le démontrer et de dire que c'est une réalité. On va dire, non, ton film est banni parce que ça décrit une réalité qui n'existe pas. Exactement. Du moins, une réalité que l'on ne veut pas qu'il existe. Alors, c'est là que ces films-là sont très courageux. Parce que le monde ne veut évidemment pas. Qui veut penser au viol? T'assois-tu, toi, le samedi matin avec un verre de jus d'orange puis du saumon fumé à te dire, hey, qu'est-ce que ça ferait si je me faisais violer? Non, évidemment, là, tu y penses pas. Non, tu peux réfléchir aux enjeux philosophiques du viol, mais c'est pas quelque chose auquel on a le plaisir de penser. C'est logique. Sauf Werner Herzog. Sauf Werner Herzog. Werner Herzog, il pense souvent à tous les jours entre 2 génocides. Exactement. Je veux dire, fantasmé, bien sûr. Alors, toujours est-il que dans cette peur de se visualiser le viol pour ce qu'il est, ces cinéastes-là ont le courage de le montrer dans ce qu'il a de plus atroce, de plus horrible, de sorte à scarifier l'esprit du spectateur, à le faire comprendre jusqu'à quel point, en lui montrant, il n'y a rien de mieux que démontrer. Une fois que tu as montré quelque chose à un singe, le singe s'en souvient, et singe que nous sommes, peut-être que la meilleure chose au monde pour comprendre l'horreur du viol, c'est de nous le montrer. Exactement. Des fois, on a besoin de se faire montrer unilatéralement les choses dans ce qu'elles ont de plus atroce pour les comprendre. Sinon, on se les nie. C'est le cas de la culture et c'est le cas c'est fantasmé, ça se passe pas. On extériorise le tout. Ouais. Faut dire aussi qu'on vit dans une société, c'est tout à fait normal, qui cultive l'image d'être extrêmement civilisé. Et c'est un statu quo qui nous est nécessaire que de constamment renchérir ce vernis de civilisation-là. C'est tout à fait logique. Donc, dans une société qui cherche à conserver cet ordre-là, la vengeance nous semble réactionnaire. Oh oui. La vengeance nous semble être une force anti-civilisation. Mais c'est qu'est-ce qui attaque autant avec des films comme ça, c'est qu'ils donnent une raison à la vengeance. Exactement. Donc, ces films-là ne mettent pas juste il ne faut pas que traiter du viol. Ces films-là remettent unilatéralement en question aussi la façon avec laquelle on traite le viol de façon législative. Ah oui. Cette espèce de négation du viol, littéralement. On a plusieurs, en fait, les antiquaires, on va vous demander d'utiliser votre imagination parce que il y a plusieurs choses qu'on entend dans des contextes de viol que nous, on veut pas répéter. Oui, non, tout à fait. Mais imaginez à tous les arguments que l'on entend quand on parle de viol. Imaginez comment est-ce qu'ils sont durs, comment ils sont néfastes et comment ils sont répandus populairement, ces opinions-là. Et c'est un crime qui est souvent jugé beaucoup plus légèrement qu'un vol. Oui. C'est incroyable comment voler la propriété privée des puissants de ce monde est un crime beaucoup plus crapuleux que de simplement abuser d'une femme. Donc, une attaque aussi minime que l'attaque sur l'habeas corpus, s'il vous plaît. N'est-ce pas? C'est rien. Donc, le vernis de civilisation, Jean-Michel, il est étendu très mince et on essaie de le garder le plus possible. Mais le monde de la vengeance, je trouve que c'est un monde qui est secret, qui est sous-jacent. Oui, notre société la condamne la culture de la vengeance, mais il arrive des situations où le principe de loi est totalement en désaccord avec le principe de justice pure. Et je pense que l'être humain sait fondamentalement que la vengeance, occasionnellement, est la seule et unique solution. Ah oui, absolument. Et que cette chose-là doit se faire en marge dans les recoins les plus sombres de notre société. Comme je le dis, le vernis de la civilisation ne peut pas l'accepter, soit. Mais je me demande jusqu'à quel degré, moi, il y a des policiers en ce bas monde et des avocats qui ont juste des situations de ce genre-là. Ouais, moi, je suis avocat et je suis policier. Humaine, là. Moi, je suis avocat ou policier, OK? Et j'arrive dans une situation où une femme s'est vengée de son mari qui abuse d'elle depuis plusieurs années et il y a des chances qu'elle s'en sorte en plaidant que c'est un accident. Moi, je suis policier, je tourne le dos et je m'en vais. Ouais. C'est un accident pour moi. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que tu fais mais dans ce cas-là, est-ce que tu fais opérer un principe de loi aveuglément parce que c'est un système et ce système-là, tu dois le respecter? Parce que si tu fonctionnes pas selon les paramètres de ce système-là, c'est fini. Le vernis de la situation va être scrapé complètement. Ben là, on voit que le Rape Revenge met en scène une faille dans notre système moral. Oui, exactement. Ouais. C'est le sentiment que le système légal est là pour renforcer un statu quo, mais que le statu quo est tout le temps en désaccord de toute façon avec le problème de l'individu.
ce qui est logique. On comprend ça. Mais donc, en montrant le viol à l'écran et montrant la vengeance de la femme, on comprend que l'individu ne sera jamais favorisé pour le système dans l'abus qui a été fait. Particulièrement pas les femmes. On est dans une société totalement matriarcale qui joue les sociétés paternalistes. Ça marche pas. Non. Donc, est-ce que la vengeance est défendable? Je pense que dans le fond, non, on peut pas défendre la vengeance verbalement, mais intérieurement, chacun d'entre nous savons bel et bien que la vengeance est la seule solution pour bien des extrêmes. Je crois en fait que t'as mis le doigt dessus, c'est qu'il faut considérer des situations comme celle-là comme étant marginales dans notre société, comme étant il y a une zone où l'on doit aller. C'est une zone qui n'est pas couverte par le Code civil. C'est une zone qui ne devrait pas être couverte par l'humain en général. Mm-hmm. Mais elle est là. Acceptons-la, comprenons-la. Exactement. C'est des ententes. C'est une entente qu'on fait avec notre système qui est tacite. C'est ça. Mais qui n'est pas verbalisée et signée. Mm-hmm. C'est les lois non écrites. Exactement. Et en fait, c'est ce qui fait que ces films-là sont si puissants, mais c'est aussi le fait que ces films-là ont été si attaqués. Bon, évidemment, ça a l'air de films totalement réactionnaires. Le simple fait, actuellement, on serait probablement en train de faire, juste ce qu'on est en train de dire, on serait en train de faire gerber une quantité d'individus qui trouveraient que c'est totalement amoral ce qu'on est en train de dire. Mais justement, on soulève la question, et c'est ce que ce cinéma-là fait, jusqu'à quel degré notre civilisation est une société de moralité. Mais ma foi, justement, ce vernis-là, il est très, 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 très mince. Ouais. On vit souvent dans les illusions d'une organisation sociale législative, là, et malheureusement, le viol est... Et le viol, on va s'entendre là-dessus, là, Jean-Michel, puis c'est ça la beauté des deux films, ou l'horreur des deux films qu'on a couverts, c'est que c'est un crime qui est absolument atroce. Oui. Ce que le crime fait, écoute, on dit rien d'important là ici, mais les deux films nous fait sentir jusqu'à quel degré les personnages après sont brisés. Et c'est ce qu'il y a de je trouve qu'il y a de malheureux dans le fait qu'on peut pas accepter ces films-là comme étant déjà à la base comme étant un genre officiel en soi-même, mais ces films-là, les deux offrent une chance à une femme de faire fonctionner une vengeance qui est purement féminine et qui s'inscrit à l'extérieur de la vengeance masculine paternaliste de la loi, loi du père. Entièrement d'accord, Jean-Michel. Il y a vraiment quelque chose qui est fait. Non, on peut pas laisser une femme se venger telle qu'une femme se vengerait. Exactement. Il y a toujours cet aspect-là. Hein. Moi, j'ai toujours eu l'impression que, effectivement, la vengeance féminine, oui, ça ne convient pas à notre société paternaliste. D'emblée que dans les deux films dont on est en train de parler, on a engoncé de force dans le corps féminin de ces femmes-là 3 principes. On a fait 2 des vierges, on a fait 2 des putains, on a fait 2 des saintes. OK? Mais là, on le prend pas quand la femme devient chasseresse. Exactement. Là, on le prend pas quand la femme est une force de destruction beaucoup plus dangereuse que l'homme. Parce que l'homme, il suffit de bander, hein. Oui. L'homme bande et pénètre. Non. La femme là-dedans, elle est plus que castratrice. Elle chasse. Oui. Justement, elle utilise dans Thriller, elle utilise le cheval pour littéralement arracher la tête de son pimp. Elle utilise une hache pour donner des coups dans le dos de ses violeurs dans I Spit on Your Grave. Elle en dépeçant avec le moteur d'un bateau. Avec l'hélice d'un bateau à moteur, oui. Et moi, c'est terrible, mais où on est comme société quand deux animateurs d'émissions de cinéma disent ça, c'est énormément satisfaisant. Mais c'est cette sauvagerie-là, ces films-là. Oui. Ils sont faits pour donner. Moi, je trouve que l'horreur dans le film. Moi, maintenant, j'ai peur de la vengeance d'une femme. mais il y a une prise de pouvoir de la femme. Hell hath no fury like a woman scorned. Ben c'est ça. Je crois qu'en quelque sorte, en essayant de réprimer ces films-là, c'est de réprimer la réalité et de dire que les femmes sont innocentes. Elles ne peuvent pas agir comme ça. On conserve encore l'imagerie de la jeune femme domestiquée. Exactement. Non. Ces femmes-là sont capables de se défendre. Ils ne sont pas innocentes et sans ressources, même que dans des circonstances où les ressources doivent être amenées, elles sont beaucoup plus efficaces que les hommes. Totalement. Et ça demande une quantité énorme d'intelligence, alors que l'homme, en général, va calisser un coup de roche en arrière de la tête de quelqu'un, comme le bon primate qu'il est. La femme, créature beaucoup plus socialisée dans l'art de la connivence et de l'argumentation, parce qu'une créature beaucoup moins chasseresse, n'est-ce pas? Donc, la femme est capable d'aller chercher sa vengeance dans une zone qui est beaucoup plus intrinsèque que l'homme. Sophistiquée. Tout à
fait. J'aime le mot sophistication. Ouais, il y a une sophistication par rapport à ça. Et en même temps, moi, je trouve que c'est d'une ironie monumentale. Ça me comble d'ironie, le fait que ces films-là ont été attaqués d'abord et avant tout par des associations féministes. Oui, c'est très étrange, ça, en quelque part, parce que bon, d'ailleurs, les réalisateurs sont accusés de faire l'exploitation du corps de la femme dans leurs films avec les procédés pornographiques et en filmant le viol. Mais il faudra que ces féministes-là comprennent unilatéralement que montrer le viol permet au personnage féminin de retrouver son pouvoir ensuite, justement, dans l'inconscient de l'auditeur. La personne qui regarde le film, si elle voyait la vengeance d'une femme sans avoir vu son viol, alors là, le film nous semblerait beaucoup plus amoral parce que ce serait un film qui fait simplement l'apologie de la violence. Il serait gratuit. Exact. Il semblerait beaucoup plus gratuit. Oui. Mais en juxtaposant dans les 3 actes habituels d'un Rape and Revenge, les deux, alors là, il y a une catharsis qui se fait par rapport à la vengeance. Oui, et en fait, c'est la glorification. Moi, j'ai pas le choix de me sentir bien par rapport à cette femme-là qui reprend contrôle de son existence. Je trouve que c'est une exaltation de la féminitude. Oui, c'est une prise de pouvoir. C'est une prise de pouvoir que la femme fait. Elle reconquiert sa féminité. Exactement. Mais sa féminité aussi, dans ce qu'elle a de plus ancien, c'est littéralement le féminin sacré. C'est le féminin sacré qui a été souillé et qui va invoquer des forces qui viennent du passé, les forces primaires, la chasseresse, l'amazone, la femme capable d'assurer elle-même physiquement sa protection. Oui, on pense évidemment à la lionne, la tigresse et l'ours qui vont protéger leurs enfants avec leur propre vie. Oui. Qui vont se protéger eux-mêmes en conséquent. On parle justement aussi, c'est pas pour rien que le personnage principal s'appelle Frigga. Ah, ben oui. Ah, c'est justement une déesse, c'est une Diane, c'est une chasseresse, la déesse qui est Frigga. Et c'est aussi la déesse, c'est particulier, Odin, dieu qui règne sur tous les dieux dans le panthéon nordique. Quand il ne sait pas quoi faire, c'est Frigga qui le conseille. Fait qu'on parle encore d'un principe de société qui s'affirme patriarcal, mais qui est fondamentalement matriarcal dans ses principes de base. Très intéressant, ça. Considérant le personnage de Camille Keaton dans le film, on surenchère par rapport aux commentaires qu'il n'y a aucun moment de faiblesse de cette femme-là. Non. Cette femme-là ne montre aucune faiblesse dans son visage, comme on expliquait par rapport à son expression placide. Il n'y a pas de faiblesse chez cette femme-là. Je suis d'accord. Il n'y en a pas non plus chez Frigga. Compte tenu du niveau quotidien de destruction qui était, cette femme-là, elle est faut pas oublier, comme on le dit tout à l'heure, que cette femme-là, en plus, elle a pas juste un viol qui est situé au niveau de la prise de pouvoir d'un homme et de la pénétration. Elle est aussi violée dans ce qu'elle a, dans son identité, en se faisant prendre en photo dans des positions dégoûtantes. Elle est même violée par une autre femme qui la trouve probablement plus jolie et qui veut se venger, qui la frappe dans le visage, qui la graffigne. Donc, puis sans compter le nombre de fois aussi que le phallus de la piqûre d'héroïne la pénètre. Ouais. Donc, c'est un viol terrible. Alors, avant de terminer, on wrap up, les amis, en 4 minutes. Je soulève une question par rapport au Rape and Revenge. Oui. D'accord? On parlait de la prise de pouvoir des femmes. Mm-hmm. On parlait de la prise de contrôle qu'une femme doit faire quand elle se venge. Alors, moi, je pense que ce cinéma-là est absolument nécessaire. D'ailleurs, il y a encore des Rape and Revenge qui se font au cinéma. Il y en a eu 2 très bons qui sont sortis l'année dernière. Oui. Un film... qu'on conseille absolument. Oui. Un film d'une réalisatrice qui s'appelle Talia Lugassi. Elle a écrit, produit et réalisé. C'est un film indépendant extrêmement brillant. C'est avec la fabuleuse Rosario Dawson. Même chose, Rape and Revenge. Mais jamais un Rape and Revenge a été dans des zones d'analyse psychologique aussi profondes que celui-là. C'est The Descent, tout court, le film. Descent, exactement. Ouais. Et un film british qui s'appelle Straight Heads en Angleterre, mais que la version américaine s'appelle Closure, avec Gillian Anderson, qui réinvente le genre en faisant un Rape and Revenge de couple. Donc, c'est un genre qui est encore là, le genre de la vengeance. De toute façon, la vengeance est omniprésente au cinéma depuis quelques années. Ben, c'est ça, on bifurque un peu de notre year-ender 2007 avec l'année de la vengeance. L'année de la vengeance, définitivement, on a besoin de voir l'individu capable de faire lui-même sa vendetta parce qu'il n'est pas satisfait de ce que le système peut lui donner comme justice. Bon, et on met des... En fait, c'est aussi... Voyons, on parlait de Descent. Descent est un projet par rapport au Rape and Revenge qui est accepté socialement parce qu'il est sorti, mais qu'il y a 20 ans, quand Donald Cammell, le co-réalisateur de Performance, auquel on a référé il y a 3 émissions, a essayé de le faire avec son Wild Side, ben lui, il s'est fait fustiger.
Oui. Lui, son film n'a jamais été accompli. Mais maintenant, 20 ans plus tard, on peut. Oui. Ouais. Donc, il y a beaucoup il y a de l'avancée qui est faite par rapport à ça.